Merci. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour Yann, et je pense que aussi pour les autres, c'est que mon intervention va être beaucoup plus rapide que prévu, parce que j'étais tellement inspiré par les interventions précédentes que j'ai dû revoir ma copie largement à la baisse. Voilà. Alors, la question, pour bien rappeler la question, c'est bien qui seront les humanitaires de demain. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette question. Hein, donc, à la fin de ma petite intervention, je rappellerai une ambiguïté qu'à mon avis, on a esquivée pour l'instant. Donc, la question, c'est qui seront les humanitaires de demain et en fonction de la réponse, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les organisations qui les préparent, qui les mobilisent, qui financent la mobilisation, etc. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu la vision de notre organisation, Bioforce, qui est une organisation de préparation de ces acteurs-là. Alors, Bioforce forme et accompagne depuis 30 ans, c'est pour ça qu'on est là, les humanitaires. Et en faisant ça, on suit les tendances, on fait notre mieux pour suivre les tendances, voire on essaie de les influencer. Aujourd'hui, pour nous, la réponse à la question, c'est qui seront les humanitaires demain? La réponse est très claire, elle est claire pour nous, elle est claire ici. Il semble que tout le monde est d'accord que les humanitaires de demain seront ceux qui sont sur place, que les réponses aux urgences doivent prioritairement être prises en charge par ceux qui sont là, c'est-à-dire par les acteurs dans les pays. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi, je pense qu'on a suffisamment évoqué les explications de cette réponse-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des humanitaires internationaux. Hein, Olivier vient de le rappeler. Donc, il y aura toujours des humanitaires internationaux occidentaux, mais avec des rôles qui vont changer, c'est-à-dire des rôles d'appui et non pas de décideurs, et une orientation ressources et non pas pilote. Donc, ces humanitaires internationaux, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter? Une expertise technique, une expérience d'autres réponses, une position de neutralité, d'objectivité, et une gestion d'apport de ressources. Mais tout ça, c'est-à-dire ces 4 choses-là, uniquement si il y a un besoin complémentaire et si c'est souhaité par les acteurs du pays. Alors évidemment, ce changement d'orientation ou de posture influence les types de compétences. On les a déjà évoqués, hein, les compétences de ces humanitaires internationaux et donc les objectifs et contenus de nos formations. Donc, aujourd'hui, concrètement, ça veut dire que pour nous, on va attacher autant d'importance à des compétences dans les domaines de l'accompagnement, de la formation, du conseil, des relations de confiance, la mise en réseau, la gestion du partenariat, la capitalisation de l'expérience, que des compétences techniques pour essayer de suivre cette tendance d'évolution de la posture et du rôle de l'humanitaire international. Mais le nerf de la guerre, pour nous, qui essayons de suivre les tendances du secteur, c'est le développement, effectivement, de la capacité locale de réponse. Et je dis bien la capacité locale de réponse et non pas nécessairement les acteurs humanitaires. Et là, il faut, en ce qui nous concerne, inventer des nouvelles stratégies. Il faut innover. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Les classiques formations régionaux, où on investit beaucoup, mais quand on a besoin, des personnes formées ne sont pas là. Soit parce qu'il y a la fuite des cerveaux, soit parce qu'il y a un changement de projet professionnel ou tout un autre tas de raisons. Mais aujourd'hui, les modèles classiques, axés essentiellement en termes des acteurs et des individus sur les formations régionales, etc., on considère que ce n'est pas nécessairement la réponse adaptée à ce besoin de renforcement de capacité locale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit et on tente d'innover. L'enjeu étant pour nous de contribuer à développer une capacité non pas pour une capacité, mais une capacité qui sera en mesure d'agir quand il a besoin d'agir.
On travaille actuellement sur 2 types d'approches. Je voudrais juste, pour finir, les évoquer avec vous pour alimenter la discussion. Première approche, arrêter le tout formation. Alors, ça peut sembler un peu étonnant pour un organisme de formation. Hein? La formation n'est pas la solution. C'est une contribution à la solution, mais ce n'est en aucun cas la solution. Et qu'est-ce qu'on veut développer? On veut développer des actions qui permettent de capturer des compétences qui sont déjà là. Aujourd'hui, on a du mal à mettre en œuvre des actions, des modèles et des actions qui nous permettent de capturer des compétences qui sont déjà acquises à travers l'expérience. Je vous donne un exemple, et c'est un projet qu'on a mis en place en Haïti, qu'on n'a pas pu finaliser faute de financement. On a constaté, en regardant la tendance dans les réponses aux urgences, que globalement, 80% des acteurs de la réponse, ce sont des nationaux recrutés en urgence, peu formés, peu expérimentés, incompétents. 6 mois plus tard, ils deviennent compétents par la force des choses. Et c'est juste à ce moment où ils deviennent compétents qu'on leur dit merci, au revoir, on n'a plus besoin de vous. C'est à ce moment-là qu'il faut innover un petit peu, qu'il faut essayer de mettre en place des stratégies de valorisation des compétences, de reconnaissance, pour pouvoir, la prochaine fois qu'il y a effectivement besoin d'une capacité de réponse, qu'on puisse faire appel justement à une capacité locale qui est réellement là. Donc voilà une première stratégie qu'on a essayé de mettre en place et qu'on voudrait refaire dans d'autres contextes de réponse aux urgences pour éviter d'être dans toujours formation. Deuxième élément qui ressemble un peu, on a mis en place depuis un certain temps une activité de valorisation des acquis de l'expérience qui existait depuis un certain temps en Europe, mais qu'on a délocalisé. Et aujourd'hui, des personnes dans les pays qui ne sont jamais passées par une formation, qui sont des responsables de projet, peuvent être reconnus comme responsables de projet et mobilisés en tant que responsables de projet à l'avenir. Donc, premier axe, c'est la valorisation, savoir capturer, valoriser, reconnaître et partager des compétences existantes. Et deuxième approche, c'est ce que j'appellerais une approche intégrée dans les systèmes nationaux. Et c'est là qu'on va arriver à cette question compliquée sur la distinction entre les humanitaires de demain et ceux qui font l'humanitaire de demain. Au Burkina Faso, par exemple, on a mis en place avec les autorités sanitaires une formation de logisticiens de santé. Et on a choisi pour suivre cette logisticienne de santé des préparateurs en pharmacie, fonctionnaires d'État, qui sont répartis dans les districts. Pourquoi on a choisi ces personnes-là? Parce qu'on sait que le jour où il y aura un problème, eux, ils seront là. Et donc, c'est ces personnes-là qu'on forme dans les techniques de réponse aux urgences. En conclusion, si on est vraiment convaincu qu'il faut investir dans les capacités locales, il va falloir qu'on s'y prenne peut-être autrement, qu'on revoie nos modèles actuels pour que cet investissement ait un réel impact. Et je voudrais finir sur la question auquel j'ai déjà fait allusion, mais à mon avis qui restera au cœur du sujet, et c'est de bien être clair sur de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de qui seront les humanitaires du futur, ou est-ce que la question c'est qui fera l'action humanitaire du futur? Merci.